Donc, bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis le professeur Boufnara du CPMC à Napat, qui est chargé de vous faire le cours sur la pathologie tumorale, essentiellement broncho-pulmonaire. On parlera également du mésothélium et certaines tumeurs du médiastin. C'est un cours qui a été confié par les coordinatrices et la responsable, professeur Hamel. Donc voilà, on a d'abord un plan où dans le chapitre 1, on parlera essentiellement des cancers bronchopulmonaires avec l'introduction, bien sûr l'étude ANAPAT, quel type de prélèvement on doit réaliser dans ce contexte. On parlera bien sûr des aspects macroscopiques qui peuvent se voir, des aspects microscopiques et bien sûr la classification OMS 2015 qui est encore en vigueur, c'est-à-dire c'est la plus récente et sur laquelle on se base pour classer et avoir les entités décrites. Bien sûr, on parlera essentiellement du carcinome non à petites cellules, le carcinome à petites cellules, qui sont les formes donc, les plus fréquentes et les plus retenues, les plus étudiées. Bien sûr, la classification TNM, dans sa 8e édition, c'est pour avoir donc la classification, la stratification selon le T, c'est-à-dire la taille de la tumeur, le N, le nombre de ganglions envahis, et le M, les métastases présentes ou non. Dans le chapitre 2, on verra les tumeurs pleurales, telles que la tumeur fibreuse solitaire et les mésothéliums essentiellement. Après, on abordera le chapitre des tumeurs médiastinales, avec une petite introduction, bien sûr une étude ANAPAT et les diagnostics topographiques et quelques tumeurs épithéliales thymiques, d'autres variantes comme les lymphomes, les tumeurs germinales et les tumeurs. On terminera par les tumeurs, un mot sur les tumeurs nerveuses. Donc, concernant les cancers bronchopulmonaires, il faut savoir donc que le cancer du poumon constitue la première cause de mortalité par cancer chez l'homme dans le monde et il est devenu la deuxième cause de décès chez la femme, puisqu'on voit de plus en plus de femmes qui fument. La consommation tabagique constitue un facteur majeur et prédisposant à la survenue de ce cancer bronchique. Il est responsable quand même d'environ 80% de ces cancers du poumon. C'est-à-dire que le tabac est incriminé à pratiquement 80% ou plus. Il y a d'autres, bien sûr, facteurs environnementaux et professionnels qui sont décrits et qui sont liés au développement de ces cancers, essentiellement l'exposition à des substances telles que l'amiante. On sait très bien que l'amiante est un facteur donc, carcinogène, l'arsenic, le radon, le nickel et le cadmium. La symptomatologie clinique, malheureusement, est pauvre. Elle est souvent réduite à un type de toux, c'est-à-dire que la personne peut tousser pendant des mois, des années, et sans qu'il y ait donc d'autres signes. Et elle peut donc à elle seule révéler un cancer déjà à un stade tardif lorsqu'il est diagnostiqué, pour vous dire que la toux qui persiste devrait donc être explorer et voir pourquoi on tousse. Il n'y a aucune raison, donc d'autant plus que lorsque ça survient chez un fumeur, après tant d'années donc d'utilisation de la cigarette, il faut toujours s'en inquiéter. Le diagnostic va nécessiter bien sûr un examen anatomopathologique, puisque c'est lui qui fait la clé du diagnostic, d'un prélèvement qui va nous parvenir sous forme souvent de prélèvement biopsique. Cette biopsie est dirigée par bronchoscopie si la lésion est de siège proximal, c'est-à-dire qu'elle est dans les environs donc, des branches ou en périphérie, ou bien sous contrôle scanographique par biopsie transpariétale si la lésion est de siège périphérique. Donc, on a deux types de prélèvements, soit par bronchoscopie, soit par contrôle scanographique. Par biopsie, donc on va avoir une biopsie transpariétale. Et il s'agit le plus souvent d'un carcinome. Donc c'est une tumeur épithéliale maligne qui prend naissance à partir d'un revêtement. Et dans 80 à 85%, il s'agit d'un carcinome bronchique non à petites cellules. C'est soit donc
le carcinome, donc l'adénocarcinome, on verra un peu plus loin, ou le carcinome épidermoïde. Et dans 15 à 20% des cas, il s'agit d'un carcinome bronchique à petites cellules et qu'on verra également un peu plus tard avec plus de détails. En fait, la variante du carcinome bronchique non à petites cellules, l'adénocarcinome est par excellence la variante la plus fréquente. Le développement de la biologie moléculaire a permis une meilleure compréhension de l'oncogénèse et le développement de nouvelles thérapies, c'est-à-dire des thérapies ciblées et même de l'immunothérapie qui est actuellement donc en vogue et qui peut donc permettre certaines guérisons à partir de ce type de thérapie. Donc, parmi les oncogènes altérés dans ce cancer bronchique non à petites cellules, c'est essentiellement les mutations de l'EGFR, les translocations d'ALK et les mutations KRAS, et qu'il faut donc rechercher par biologie moléculaire. Et à ce moment-là, on va typer la prolifération, à quelle mutation donc, elle s'associe, et en fonction de cette mutation qui est présente, on va donc instaurer une thérapie assez particulière, une thérapie ciblée. Donc, sur le plan anatomopathologique, c'est très important de savoir c'est d'abord un moyen de diagnostic formel et quels sont les prélèvements qui peuvent nous faire parvenir afin de les étudier et en faire donc poser un diagnostic. On peut avoir des prélèvements cytologiques comme les liquides d'aspiration bronchique ou bien un liquide pleural lorsque le sujet présente essentiellement un liquide pleural, mais quel que soit, il faut se baser dans son étude sur des prélèvements tissulaires, puisque c'est les tissus qui seront examinés en histologie de routine, en s'aidant de l'immunohistochimie, et bien sûr recourir à la biologie moléculaire si besoin. Donc, on peut avoir des biopsies bronchiques par endoscopie, des biopsies pulmonaires, donc on peut avoir plusieurs types de biopsies pulmonaires, la transbronchique, par fibroscopie, la transpariétale, donc sous TDM thoracique, et on peut aussi avoir des résections pulmonaires, soit une pneumoectomie, donc on enlève un bout de poumon, un lobe carrément, une lobectomie, un segment, donc une segmentectomie, ou alors une tumorectomie large et adresser bien sûr le prélèvement au laboratoire d'Anapat. Donc, comment seront les aspects macroscopiques? Ils seront donc examinés, bien sûr, et selon la topographie, on va distinguer deux formes. Soit une forme proximale qui occupe les zones rapprochées du hile. Donc, c'est soit les grosses branches qui sont touchées, c'est-à-dire les branches souches et les branches lobaires, soit c'est une atteinte de la paroi bronchique où on a deux aspects macroscopiques assez décrits et qui sont assez fréquents. Il peut s'agir d'un bourgeon endobronchique ou une simple infiltration pariétale, c'est-à-dire un aspect qui diffuse sans véritable tumeur évidente. Donc, c'est la paroi qui est infiltrée, elle est épaissie, indurée, en virole, et il y a indication de la biopsie per-endoscopique. Parmi les formes donc macroscopiques, on a dit qu'on pouvait avoir des formes périphériques ou des formes proximales. Donc, dans les formes périphériques, il s'agit d'une masse tumorale arrondie ou ovalaire, blanchâtre. Donc, souvent, c'est un aspect blanchâtre, peu ferme, et les remaniements nécrotiques hémorragiques sont souvent retrouvés avec donc un aspect blanc anthracite ou anthracosique, plutôt bleu anthracosique, c'est le tatouage et ça existe souvent parmi ces tumeurs qui sont en plus du remaniement nécrotico-hémorragique, elles sont tatouées par ce bleu anthracosique. Et ce bleu anthracosique peut se voir même dans les ganglions proximaux. Elle est parfois, donc, on a dit qu'elle pouvait, la masse, être en général arrondie ou ovalaire, mais elle peut être excavée avec en son centre déprimé. Elle peut s'étendre aussi à la plèvre. Et là, il y a donc indication à la ponction transpariétale
qui va nous ramener plusieurs biopsies, carottes biopsiques qu'on devrait donc analyser avec beaucoup de minutie. Voici la classification OMS 2015 où elle parle essentiellement, donc on distingue les tumeurs épithéliales avec beaucoup de variantes, donc et les carcinomes bronchiques non à petites cellules, c'est-à-dire l'adénocarcinome, le carcinome épidermoïde. Après, on a donc, avec toutes ces variantes dans le carcinome épidermoïde, vous allez voir aussi les tumeurs neuroendocrines, donc c'est les carcinomes à petites cellules avec toutes les variantes et bien sûr toute l'immunohistochimie qui s'ensuit et qui devrait donc asseoir un diagnostic assez précis. On a aussi des tumeurs type glande salivaire qui sont décrites également dans cette OMS 2015. Microscopiquement, on se base bien sûr toujours sur la classification OMS et on décrit les carcinomes bronchiques non à petites cellules, l'adénocarcinome par excellence, qui occupe une place assez importante puisqu'il est représenté ou retrouvé à peu près dans 40 à 50%. Donc, vous voyez que c'est à peu près la moitié des cas sont des adénocarcinomes. Après, il vient le carcinome épidermoïde, donc c'est par ordre de fréquence qu'il faut bien savoir et garder à l'esprit que parmi les carcinomes non à petites cellules, c'est essentiellement l'adénocarcinome. Après, il vient le carcinome épidermoïde, dans 15 à 20% des cas. Après, on a le carcinome à grandes cellules, qui est beaucoup moins fréquent, aux environs de 10%. Et bien sûr, on a d'autres tumeurs, essentiellement les tumeurs neuroendocrines, telles que les TNE, les carcinomes à type glande salivaire, qui sont beaucoup plus rares et qui se voient dans 5 à 10% des cas. L'adénocarcinome, qui est la tumeur assez fréquente, qui se voit, on a dit, dans 40 à 50%, mérite d'être bien décrite puisqu'il s'agit d'une tumeur maligne épithéliale qui présente une différenciation glandulaire. C'est pour ça qu'on l'appelle l'adénocarcinome. Donc, c'est une différenciation ou c'est une architecture essentiellement glandulaire et elle peut aussi produire de la mucine. L'architecture peut être aussi acineuse, donc c'est des petits acinis. Elle peut s'agencer aussi en disposition papillaire, lipidique ou solide ou alors mixte. Et donc, on l'appelle une forme mixte, c'est-à-dire lorsqu'elle associe toutes ces architectures et dans une même tumeur, un étalement, on peut trouver toutes ces dispositions architecturales. L'origine, donc son origine, c'est l'épithélium bien sûr bronchique ou bronchiolaire. Elle peut prendre naissance au niveau de les revêtements alvéolaires ou des petites glandes bronchiques. Sur le plan de présentation, c'est essentiellement cliniquement une toux chronique. On a dit tout au début que c'était la toux qui était pratiquement prédominante. Donc, il s'agit d'une toux chronique qui dure pendant longtemps et la découverte d'une opacité pulmonaire au téléthorax. Et des fois, la personne va faire une radio du thorax dans un bilan de routine et on peut découvrir une opacité pulmonaire qui devrait faire l'objet d'un diagnostic plus précis, d'autant plus que si la personne présente une toux chronique datant de plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui ne cède pas généralement au traitement de routine. Donc, cette forme d'adénocarcinome est plus fréquente chez la femme et la survenue n'est pas toujours liée au tabac. Donc, même si on a dit que le tabac constituait un facteur de risque majeur, pas dans l'adénocarcinome, mais beaucoup plus dans l'épidermoïde. Et vous voyez que cette forme d'adénocarcinome survient volontiers plus fréquemment chez la femme et elle n'est pas toujours liée, donc elle peut survenir chez une femme non tabagique. Les adénocarcinomes sont le plus souvent donc périphériques et ils entraînent parfois une rétraction de la plèvre. Et l'immunohistochimie, elle est particulièrement déterminante par la présence d'un marquage nucléaire au TTF1 qui, lui, nous permet de faire donc, le diagnostic d'une tumeur d'origine pulmonaire qui est l'adénocarcinome. Et donc, qui se retrouve dans 75 positifs dans 75 à 80% des cas.
Voilà quelques images macroscopiques de cet adénocarcinome. Donc, un foyer irrégulier avec de la nécrose et une rétraction de la plèvre. Et on voit donc un aspect un petit peu qui attire cette plèvre. Et c'est l'aspect d'une tumeur donc périphérique avec rétraction pleurale. Voilà sur le plan microscopique. Voilà, on parlait donc de structures glandulaires, de toutes petites glandes ou de petits acinis. Ici, il est quand même assez bien différencié, avec des structures donc glanduliformes et un marquage nucléaire intense et diffus de tous les noyaux des glandes tumorales au TTF1 et qui nous permet donc d'asseoir un diagnostic précis. Une deuxième variante qui est un peu moins fréquente, qui est le carcinome épidermoïde, qui est toujours un carcinome bronchique non à petites cellules et qui présente donc ce carcinome épidermoïde. Il est classique, on le retrouve dans plusieurs organes qui sont tapissés d'un épithélium malpigien. Mais ici, vous allez me dire que l'épithélium en fait malpigien n'existe pas dans le poumon, mais c'est surtout chez les sujets, donc, puisque 90% des cas surviennent chez des sujets fumeurs. Et comment survient cet épidermoïde? En fait, c'est les lésions inflammatoires liées à la nicotine vont donc altérer régulièrement cet épithélium qui est de type cylindrique, donc de type respiratoire. Il va y avoir donc la disparition des cils. Avec l'épithélium va perdre son aspect et au lieu de rester cylindrique, il va devenir, et donc il va être métaplasique, donc il va changer d'aspect et il va devenir de type malpigien. Et après, il va y avoir donc des lésions qui se greffent, c'est-à-dire métaplasie, dysplasie de différents grades, jusqu'à donc devenir un véritable carcinome. Donc, le carcinome épidermoïde, initialement, ce n'est pas un épithélium malpigien qui existe dans le poumon ou dans le revêtement donc, des bronches. Ils sont tapissés par un épithélium de type donc, glandulaire cylindrique respiratoire qui va se métaplaser, ensuite subir les différents stades de dysplasie jusqu'au cancer. Donc, c'est une tumeur le plus souvent proximale, mais elle peut être aussi périphérique dans 20% des cas. Et ce, dans l'OMS, il peut être donc kératinisant, donc avec beaucoup de différenciation de kératine, donc des aspects bulbiformes de différenciation, ou bien non kératinisant, bien qu'on peut identifier quelques ponts d'union pour en faire un carcinome épidermoïde, ou bien il serait encore de type basaloïde. Et c'est cette forme basaloïde qui est le plus mauvais pronostic. Sur le plan immunohistochimique, en fait, le TTF1 devrait être négatif, donc il ne peut pas être positif. Et c'est plutôt la P40 et la P63 qui nous permettent de faire le diagnostic d'un carcinome épidermoïde. Et c'est surtout quand on est devant une forme non kératinisante ou alors plutôt d'une forme basaloïde et qui, donc ces deux marqueurs, P40, P63, nous permettent de retenir ce diagnostic. Voilà un aspect macroscopique. Vous voyez qu'on avait dit que c'était des tumeurs qui étaient donc au voisinage ou dans les bronches. Et donc voilà ce bourgeon endobronchique qui va donc augmenter de taille jusqu'à ce qu'il peut entraîner donc une gêne et une traduction clinique de plus en plus marquée. Voilà un aspect donc excavé avec une zone donc d'un aspect blanchâtre avec une zone centrale kystisée et nécrose centrale qui va donc entraîner donc au fur et à mesure si vous voulez une perte donc de l'élargissement de la branche. Donc le sujet va avoir une branche beaucoup plus rétrécie et au fur et à mesure, donc l'évolution, lorsqu'il se vient dans une grosse branche, il a le temps donc d'augmenter de taille et il sera donc détecté qu'à un stade assez avancé. En suivant, bien sûr, en subissant tous les remaniements possibles au fil du temps. Donc voici un aspect microscopique des cellules
où on voit qu'ils sont un peu larges et avec des atypies. Et ici, donc, on peut deviner les cellules qui sont un petit peu jointives par des ponts d'union qui décrivent, donc, qui signent l'origine donc, épidermoïde et un aspect donc, de kératinisation avec des cellules dyskératosiques et où la TTF1, bien sûr, n'est jamais positive, mais c'est surtout la P40 ou la P63 qui signent donc cette variante. Maintenant, les carcinomes à grandes cellules, c'est toujours des carcinomes bronchiques non à petites cellules, mais sans différenciation malpighienne ou glandulaire et pas de mucosécrétion. Donc, on est quand même embêté puisqu'on ne peut pas en faire un malpighien, on ne peut pas en faire un glandulaire et il n'y a pas de mucosécrétion. Donc, le diagnostic se fera uniquement sur pièce opératoire. Donc, c'est très difficile d'en faire le diagnostic sur biopsie. Ça va être donc plus laborieux. Donc, presque tous les patients sont fumeurs et cette tumeur ou cette variante survient volontiers à un âge moyen de 60 ans. Et le TTF1, et vous voyez que le P40 ne nous aide pas puisqu'ils sont négatifs. Voilà un carcinome à cellules, à grandes cellules, où on voit ni différenciation malpighienne, ni glandulaire, et donc des massifs avec donc un stroma réaction riche en cellules lymphoïdes, des cellules donc grandes, de grande taille, étalées, et qui donc sont dotées de noyaux assez irréguliers anisokaryotiques. Ce carcinome donc, à grandes cellules donc, devrait faire l'objet d'études très minutieuses. Maintenant, on va passer au carcinome à petites cellules. Donc, c'est une autre, si vous voulez, c'est les carcinomes bronchiques à petites cellules. C'est essentiellement donc les TNE. C'est souvent des tumeurs de haut grade de malignité lorsqu'elles surviennent dans le poumon. Et elles représentent 15 à 20% du cancer bronchique. Cliniquement, ils sont agressifs. La moitié des patients présentent déjà des métastases ganglionnaires ou extrathoraciques au moment du diagnostic initial. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus péjoratif, même s'ils sont moins fréquents, donc heureusement, mais ils sont d'emblée assez agressifs puisqu'ils se manifestent par déjà une atteinte ganglionnaire locale ou extrathoracique au moment du diagnostic. Seulement, ils sont heureusement sensibles à la chimiothérapie et c'est des tumeurs du grand fumeur et elles surviennent assez fréquemment chez le sexe masculin. Donc, macroscopiquement, elles sont souvent de siège proximal. Donc, souvent, il s'agit d'une masse périhilaire qui est liée à l'envahissement ganglionnaire. Donc, c'est une tumeur qui survient au niveau du hile avec une atteinte quand même ganglionnaire qui est évaluée à 70%, dans 70%. L'extension ganglionnaire médiastinale est quand même précoce et elle infiltre l'arbre bronchique, le plus souvent sans bourgeon endoluminal. La tumeur est d'aspect molle, friable, souvent nécrosée et des fois même les biopsies, c'est difficile, on peut ramener des fragments assez nécrosés qui posent donc des fois le diagnostic donc sera malaisé en fonction donc de ce caractère assez nécrosé de ces tumeurs et qui peuvent donc ne faciliter le diagnostic. Mais cependant, dans 5% des cas, il peut s'agir d'un nodule isolé périphérique. Puisqu'on a dit, la plus souvent, ils sont des tumeurs proximales. Microscopiquement, le carcinome à petites cellules, donc, c'est une tumeur densément cellulaire, d'aspect lymphocytoïde. On va voir que l'aspect des cellules change carrément par rapport aux variantes qu'on a déjà vues. C'est des cellules de toute petite taille qui n'excèdent pas généralement la taille de 3 petits lymphocytes. C'est pour ça qu'on les appelle lymphocytoïdes. C'est des tumeurs qui, elles sont donc les cellules sont foncées, basophiles, qui rappellent un petit peu la taille du lymphocyte, un peu augmentée de volume. L'index mitotique est élevé et on retrouve plus de 10 mitoses par 10 champs au fort grossissement et des fois ça dépasse les 80 mitoses. Donc c'est des tumeurs très riches en mitoses. Donc elles sont, on a dit qu'elles étaient
donc agressifs et qu'elles avaient cette caractéristique de petites tumeurs basophiles, de petites cellules basophiles lymphocytoïdes et un index mitotique très élevé. Sur le plan architectural, c'est essentiellement un infiltrat en nappe du chorion sans stroma inflammatoire. C'est des nappes diffuses de petites cellules. Et la nécrose est très importante. C'est des tumeurs qui expriment les marqueurs neuroendocrines, à savoir la chromogranine, la synaptophysine et le CD56. Voilà un aspect histologique de cette tumeur à petites cellules, ce carcinome à petites cellules. Vous voyez, ici, c'est une nécrose de type tumoral. Et ici, vous avez des nappes de cellules qui sont quand même petites, basophiles. On a à peine les identifier avec très peu de cytoplasme et d'aspect lymphocytoïde. Ici, un index de prolifération qui est le KI67 qui est très marqué. Pratiquement plus de 80% des cellules sont marquées et c'est des tumeurs très mitotiques. Donc, selon la stratification TNM dans sa 8e édition, on a donc le T, donc la taille de la tumeur. Le N, c'est par rapport aux ganglions infiltrés, régionaux ou à distance. Et le M, selon la présence ou pas de métastases. Donc, la taille, le T, c'est la taille tumorale, l'infiltration locale, donc ça donne le statut local. Le ganglion, c'est le statut régional. Et le M, c'est le statut à distance. Et de ce fait, on aura des tumeurs stadées T1, ça dépend, T1A, quand la tumeur ne dépasse pas 1 cm, ou plus T1B ou T1C. Le T2, il peut être donc une tumeur qui dépasse 3 cm sans arriver à 4. Le T2B, c'est pas moins de 5. Et après, vous avez le T3 et le T4 qui est une tumeur de grande taille qui dépasse 7 cm. Le N, c'est soit une ou plusieurs stations atteintes, donc le N1, ou bien c'est N2, c'est plusieurs ganglions atteints, plus éloignés, et le N3, c'est des métastases ganglionnaires médiastinales. Dès qu'on a des ganglions dans le médiastin atteint, c'est le N3 et le M, bien sûr, soit on a le M1, c'est-à-dire la métastase, soit elle est intrathoracique dans le poumon contralatéral ou la plèvre, le péricarde, on est dans le M1A. Après, si on a une seule métastase, mais qui est extrathoracique, c'est le M1B, ou plusieurs métastases, elles sont extrathoraciques, mais plusieurs et non pas une seule. Donc, ça nous permet donc de stadifier et donner le stade TNM qui est très important pour, bien sûr, pouvoir juger de l'opérabilité. Est-ce que c'est des tumeurs qu'on peut opérer? Est-ce que c'est des stades avancés? Est-ce qu'il faut donc juste faire des biopsies pour faire le diagnostic précis, définitif à l'anapathe et entamer une thérapie convenable. Voilà, maintenant on va parler des tumeurs pleurales comme donc le mésothéliome. Les tumeurs pleurales, c'est soit la tumeur fibreuse solitaire, qui est une tumeur le plus souvent bénigne, c'est un petit nodule pédiculé qui peut se voir au niveau de la plèvre, et donc c'est une tumeur qui est assez donc rare et heureusement bénigne et de petite taille, ou bien c'est carrément le mésothéliome malin. Le mésothéliome malin, c'est une tumeur maligne primitive qui survient au niveau de la plèvre. Et elle est associée justement à une exposition à l'amiante. Mais bon, on peut aussi avoir des mésothéliomes sans qu'il y ait exposition, mais il est d'abord peu fréquent, il est rare, et souvent les sujets qui sont exposés à l'amiante feront volontiers un mésothéliome malin. Donc, c'est des tumeurs qui engainent et infiltrent les poumons. Elles sont responsables de 10% des pleurésies néoplasiques, puisque souvent ça se présente sous forme d'une pleurésie. Donc, 75% des cas de la tumeur
est révélé par une pleurésie. Donc, c'est un épanchement qui survient sans masse, sans aucune image. Et à l'exploration, on peut retrouver donc cette tumeur. Et dans 25% des cas, il est révélé quand même par une masse tumorale. Donc, vous voyez que la pleurésie peut avoir plusieurs origines et dont la tumeur, le mésothéliome. Le diagnostic anatomopathologique est difficile. Il est fait sur biopsie large par thoracoscopie. Donc, la thoracoscopie est un moyen de prélèvement qui est très important et qui est très indiqué pour faire donc des prélèvements et l'analyse à l'anapathe. Donc, l'immunohistochimie est indispensable pour établir un diagnostic. Bien sûr, on va s'aider donc du siège, de la taille, du mode de révélation. Est-ce que c'est un tableau de pleurésie si on n'a pas de masse? Le contexte clinique, c'est très important de demander la profession. Et donc, on est orienté pour donc, penser à ce mésothéliome et faire le panel immunohistochimique qui est la calrétinine et le WT1 qui devrait être négatif et qu'on devrait aussi éliminer d'autres processus, mais essentiellement la calrétinine et le WT1 avec le contexte clinique, la profession, l'exposition et le mode de révélation peuvent donc tout ça aider au diagnostic précis. Donc, ces tumeurs pleurales, donc, on va faire un petit rappel. L'espace pleural, qui est une cavité virtuelle qui est délimitée par deux feuillets. La plèvre pariétale, c'est-à-dire médiastinale, qui borde la cavité thoracique, ou le médiastin, et la plèvre viscérale, qui tapisse la surface du parenchyme pulmonaire. Donc, c'est cet espace virtuel qui existe entre les deux feuillets, c'est celui-là qui va faire l'objet de ces tumeurs ou cet épanchement qui va être soit lié à une autre pathologie, soit faire l'objet d'un mésothéliome. Donc, macroscopiquement, cette plèvre présente un aspect lisse, rosé, avec une vascularisation fine sous-pleurale bien visible. Et histologiquement, la plèvre est bordée par un mésothéliome constitué d'une monocouche de cellules, donc c'est de toutes petites cellules de type mésothélial, aplaties, et c'est une séreuse comme le péritoine, le péricarde et la vaginale testiculaire. Donc, c'est vraiment un feuillet qui est tapissé d'un épithélium très aplati de type mésothélial et qui peut donc proliférer jusqu'à donner cette tumeur maligne. Macroscopiquement, la tumeur peut présenter un aspect, soit un épaississement diffus qui occupe les deux feuillets pariétal et viscéral, soit il peut s'agir d'un nodule ou d'une masse qui est confluente et qui peut mesurer quelques millimètres jusqu'à 10 cm de grand axe. Et donc, vous voyez que la difficulté, lorsqu'on a juste un épaississement diffus de tout le feuillet, et donc les prélèvements vont être assez délicats, ou bien lorsqu'on a un nodule évident, visible, ou une masse où il y a confluence de plusieurs nodules, là, on sera peut-être plus aisé de faire des prélèvements. Et on peut aussi avoir une association des deux formes, c'est-à-dire il y a donc un aspect diffus et un aspect en nodule ou des macronodules qui confluent entre eux. L'extension est variable au moment du diagnostic vers la plèvre médiastinale ou le diaphragme ou le péricarde. Donc, selon l'étendue des lésions et le mode d'évolution et le temps de l'évolution de la pathologie, on peut donc avoir jusqu'à extension à la plèvre médiastinale, diaphragmatique ou péricardique. Et les types de prélèvements qui sont indiqués ici, c'est soit on fait une biopsie pleurale à l'aiguille, soit une biopsie sous thoracoscopie, soit une biopsie scanoguidée ou alors une décortication pleurale. Donc, différents prélèvements
et il faut bien sûr l'adresser à des gens qui sont compétents, qui ont l'habitude donc de faire ces prélèvements et asseoir la meilleure technique de prélèvement pour avoir le meilleur fragment, meilleure biopsie pour une meilleure analyse. Donc voilà un aspect macroscopique d'un mésothéliome qui donc qui engaine le poumon avec qui infiltre donc qui est engainé infiltré par la tumeur, d'accord. Ici donc c'est un engainement du poumon et du péricarde et on voit que le processus n'est pas bien limité, diffus et avec un envahissement conséquent. Microscopiquement, le diagnostic de mésothéliome repose sur l'infiltration par la prolifération mésothéliale du tissu adipeux. On a donc, c'est-à-dire ou le muscle intercostal ou le poumon. Donc, la nécessité d'avoir du matériel de grande taille. C'est pour ça qu'il faut à tout prix avoir bien prélevé. D'abord, ce n'est pas un geste anodin et donc confier le malade à des personnes compétentes qui ont donc, la possibilité de ramener des prélèvements assez conséquents pour pouvoir donc juger de la malignité en retrouvant cette infiltration pulmonaire au niveau du muscle intercostal ou le tissu adipeux. Le mésothéliome malin est subdivisé histologiquement en trois types. Soit c'est une forme épithélioïde, soit c'est une forme sarcomatoïde, soit mixte, c'est-à-dire qu'on appelle biphasique. Et c'est épithélioïde, c'est-à-dire c'est une tumeur qui présente, c'est un mésothéliome qui a le type de cellules un petit peu globoïdes, larges, qui rappellent un petit peu, qui font évoquer d'ailleurs un processus épithélial. Et elles sont assez fréquentes puisqu'elles surviennent dans 50% des cas. Et c'est une architecture, vous voyez, tubulo-papillaire, acineuse ou en main de cellules mésothéliales atypiques. Et donc, il ne faut pas prendre à tort pour un adénocarcinome qu'on a vu ultérieurement, c'est-à-dire de type. Donc, il faut penser que dans cette forme épithéliale ou épithélioïde du mésothéliome, qui peut avoir donc une architecture bien belle, tubulo-papillaire, acineuse, un petit amas. Donc, quelle que soit l'immunohistochimie, doit faire non seulement retenir ce diagnostic, mais éliminer d'autres. Dans sa forme sarcomatoïde, par contre, les cellules sont plutôt fusiformes et elles font rappeler un processus mésenchymateux. Et donc, toujours, c'est l'immunohistochimie donc, qui va nous aider. Donc, ici, c'est le mésothéliome, toujours monophasique dans sa variante à cellules fusiformes. Ici, il est monophasique dans sa variante à cellules épithélioïdes et il serait biphasique dans 30% des cas, c'est-à-dire qu'on a autant de secteurs de type épithélioïde que de secteurs sarcomatoïdes et il faut donc y penser avec tout le contexte clinique, la radiologie et la présentation et l'histoire donc de l'histoire de la maladie. Donc, l'association de ces deux contingents peut aussi se voir et on l'appelle biphasique. Ici, donc, c'est un aspect de mésothéliome épithélioïde uniphasique dans sa variante, donc tubulo-papillaire acineuse en petit amas. Voilà. Et ici, par contre, vous avez dans le mésothéliome dans sa variante sarcomatoïde, c'est-à-dire, regardez la différence. Ici, vous avez bien des petites structures papillaires, des petits tubes, des petites papilles qui sont soutenues ici par un petit axe vasculaire grêle, alors qu'ici, ça change complètement et c'est plutôt un aspect fusocellulaire de type sarcomatoïde avec des atypies évidentes et l'aspect biphasique peut avoir donc cet aspect et ce deuxième intriqués entre eux et on en fera donc un aspect biphasique. Le mésothéliome, donc le diagnostic différencié, c'est très important de faire son diagnostic d'abord positif avec certitude et il peut être donc puisqu'il peut être confondu histologiquement avec d'autres néoplasies. Donc dans sa forme on a dit épithélioïde, c'est avec l'adénocarcinome pulmonaire ou bien une autre origine, c'est-à-dire une métastase. Et lorsqu'il est dans sa variante sarcomatoïde, c'est surtout le sarcome
sarcome synovial, puisque le sarcome synovial aussi peut être, c'est une sarcome de séreuse et qui peut donc se voir à différents sièges. Et à ce niveau-là, là aussi, il peut avoir donc une architecture monophasique ou biphasique. Et donc, il faut donc à tout prix en faire le diagnostic différentiel avec éliminer donc un sarcome synovial qui serait beaucoup plus méchant. L'immunohistochimie, grâce à l'utilisation d'anticorps spécifiques, va permettre de confirmer l'origine mésothéliale dès le départ que essentiellement la calrétinine et le WT1 qui devraient donc être positifs pour nous faire le diagnostic de certitude et bien sûr utiliser d'autres marqueurs pour éliminer d'autres origines. Maintenant, pour les tumeurs du médiastin, on peut donc en parler pour quelques variantes avec une introduction. Comme donc c'est des tumeurs qui sont peu fréquentes, d'abord, elles sont peu fréquentes et elles sont découvertes le plus souvent fortuitement. C'est-à-dire lors d'un bilan, on peut donc, des fois pour une adénopathie banale, dans un contexte fébrile ou inflammatoire, on peut donc, dans un bilan de routine, découvrir donc cette masse et donc cette tumeur du médiastin. Donc, on peut faire donc des examens radiologiques, c'est des sujets asymptomatiques, je vous ai dit, pour une autre pathologie ou un bilan de routine chez lesquels on peut découvrir cette masse. L'adulte jeune est le terrain de prédilection. Donc, vous allez voir après qu'on doit penser à plusieurs tumeurs. Et donc, c'est souvent l'adulte jeune. Et les masses médiastinales regroupent une grande variabilité histologique de tumeurs. Elles peuvent être bénignes ou malignes. Et chacune requiert une stratégie thérapeutique adéquate. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr adapter un diagnostic précis pour une prise en charge adéquate pour chaque variante ou chaque type de tumeur allant du bénin ou au malin. Le diagnostic dépend de critères cliniques comme l'âge, donc si on a un adulte jeune, résultat de marqueurs sériques, le LDH essentiellement, la localisation précise de la tumeur dans le médiastin, puisqu'on va voir par la suite les différentes tumeurs qui peuvent survenir dans le médiastin, qu'il s'agisse d'un médiastin antérieur, moyen ou postérieur. Et bien sûr, adapter, donc connaître le prélèvement, le siège de la tumeur pour pouvoir se prononcer sur le plan anatomopathologique. C'est surtout pour guider le diagnostic précis, c'est-à-dire demander les marqueurs assez conséquents pour nous permettre de faire le diagnostic précis. C'est-à-dire qu'on ne va pas, pour des fragments petits, on ne peut pas se permettre de les épuiser en demandant des marqueurs inutiles. Donc, lorsqu'on connaît la clinique, l'âge du patient et surtout le siège, on va donc orienter vers notre recherche anapathe ou immunohistochimique en fonction de tout ce contexte pour ne pas donc errer et faire errer le diagnostic. Donc, elles sont donc sur le plan anapathe, le médiastin est la région anatomique qui est située entre les deux cavités pleurales. Et elle se divise ou subdivise en 3 compartiments. Vous avez un médiastin antérieur qui comporte le thymus et le cœur, un médiastin moyen qui comporte la trachée, les ganglions médiastinaux et les gros vaisseaux, et un médiastin postérieur qui comporte l'œsophage et l'espace paraspinal. Donc, selon la subdivision de ce médiastin, on va avoir des tumeurs qui sont beaucoup plus fréquentes dans un médiastin antérieur qu'un médiastin postérieur. On sait de quel médiastin il s'agit, à quel siège, on va donc pouvoir en faire un diagnostic. Voilà, sur le plan anatomique, vous voyez le médiastin antérieur, donc qui est en avant, médiastin moyen et postérieur. Sur donc, le diagnostic topographique,
Donc, vous voyez que selon la topographie du médiastin, selon qu'on est dans un médiastin antérieur, moyen ou postérieur, on a donc une variabilité tumorale assez particulière. Donc, vous voyez que les tumeurs épithéliales thymiques siègent essentiellement dans le médiastin antérieur avec les tumeurs germinales. Donc, si vous avez une tumeur du médiastin antérieur, vous avez un sujet jeune, il faut donc penser à une tumeur épithéliale du thymus ou bien une tumeur germinale. Bien qu'on peut avoir des lymphomes, des métastases ganglionnaires ou des tumeurs des tissus mous. Si vous êtes devant donc une tumeur, un processus du médiastin antérieur, on pense essentiellement aux lymphomes ou aux métastases ganglionnaires d'origine variable ou des tumeurs des tissus mous. Par contre, lorsqu'on a un processus du médiastin postérieur, il s'agit souvent de tumeurs nerveuses, c'est-à-dire si on a un médiastin postérieur, on ne va pas penser à la tumeur épithéliale, thymique ou autre. On ne doit pas penser à la tumeur germinale, même si on est devant un sujet jeune. Donc, vous voyez que c'est un petit peu topographie dépendante, bien que les tumeurs des tissus mous se voient également dans ce médiastin postérieur, comme dans le médiastin antérieur, comme dans le médiastin moyen. Mais les tumeurs nerveuses se verraient volontiers dans ce médiastin qui est postérieur, contrairement au médiastin antérieur, à qui il y a la privilège de ces essentiellement deux types de tumeurs qu'on verra un peu plus, avec un peu plus de détails. Voilà un petit peu les différents types de médiastins et les différents types de tumeurs qui peuvent donc se voir sur ce schéma. Quels sont les moyens d'exploration du médiastin? Vous savez que le médiastin, ce n'est pas facile, donc l'accès à ce médiastin. Donc, on a des méthodes radiologiques, par exemple une radiographie, mais elle n'est certainement pas suffisante. Une imagerie donc, par scanner, donc une tomodensitométrie, et une imagerie par résonance magnétique nucléaire, donc une IRM. Donc, il faut s'aider de ces examens assez donc, pertinents et pour pouvoir donc se prononcer. Bien sûr, les prélèvements, il y a différents prélèvements et il faut donc, même si la topographie permet d'orienter le diagnostic d'une tumeur médiastinale, le diagnostic définitif va dépendre de l'examen histologique. Et donc, même si on est donc, devant une tumeur, par exemple, du médiastin antérieur, on n'a pas le droit d'en faire un thymome ou une tumeur germinale si on n'a pas donc, la preuve histologique. Même pareil pour le médiastin antérieur, en plus pour le médiastin postérieur, où les tumeurs sont beaucoup plus rares, mais qui peuvent exister. Les différents prélèvements qui peuvent se faire au niveau du médiastin, c'est soit une ponction transpariétale, soit carrément une médiastinoscopie, une thoracoscopie ou une thoracotomie. Donc, le chirurgien va, selon le contexte, va juger et décider du siège ou du type de prélèvement qu'il va faire et en fonction de tout ça, il va donc juger est-ce qu'il faut faire une simple ponction transpariétale par médiastinoscopie et faire son prélèvement, carrément une thoracoscopie ou une thoracotomie. Donc, parmi les tumeurs épithéliales, puisqu'on a dit dans le médiastin antérieur, on a essentiellement les tumeurs thymiques épithéliales. C'est soit des thymomes, soit des carcinomes thymiques, mais on peut aussi avoir des tumeurs neuroendocrines qui sont aussi des carcinomes. Donc, toujours est-il, il faut s'aider de l'immunohistochimie et qui nous permet donc de faire le diagnostic. On peut avoir aussi donc des tumeurs à cellules germinales, on avait dit, des lymphomes et même des tumeurs des tissus mous. Mais les plus fréquentes, ce sont ces variantes. Les tumeurs épithéliales thymiques, elles sont quand même rares. Elles représentent moins de 1% du cancer de l'adulte. Et souvent, c'est des thymomes qui peuvent atteindre des tailles assez importantes, mais
ils sont des fois inéluctables et on peut donc en juger de l'opérabilité après plusieurs donc, études de plusieurs facteurs. Donc, c'est une tumeur épithéliale du thymus qui peut comporter deux contingents. Un contingent épithélial tumoral qui dérive de l'épithélium thymique et un contingent lymphocytaire non tumoral. Donc, c'est une tumeur épithéliale avec un contingent lymphocytaire qui n'est pas malin. C'est juste un important infiltrat qui accompagne et qui s'associe, s'intrigue à la tumeur. Souvent, c'est des sujets qui sont asymptomatiques ou bien ils se révèlent par une myasthénie. D'ailleurs, une myasthénie qui est de longue durée et qui persiste, il faut toujours explorer le médiastin antérieur à la recherche d'une tumeur qui est jusque-là asymptomatique et qui ne se manifeste pas. Et le sujet présente essentiellement une myasthénie qu'il faut à tout prix explorer. Selon la classification de l'OMS 2015, elle reconnaît plusieurs types de grading. Donc, selon le grade croissant, donc A, AB, B1, B2, B3 et C, on est devant donc soit une forme du bénin jusqu'au malin, c'est-à-dire le carcinome. Et la distinction entre les différents types dépend de la prédominance du contingent épithélial ou lymphocytaire. Et le traitement est toujours chirurgical. Lorsqu'on peut donc prélever, on fait donc la chirurgie et le sujet, donc tout rentre dans l'ordre et on peut faire le diagnostic aisément. Donc voilà un grading. Lorsqu'on grade donc une tumeur bénigne, elle est A ou AB. Et lorsqu'on est devant une tumeur B1, c'est une tumeur de bas grade de malignité. Et le B2 et B3, c'est des tumeurs de grade de malignité intermédiaire, c'est-à-dire qui peut d'ailleurs être concordante avec le chirurgien qui vous dit c'était laborieux, que j'ai pas pu énucléer toute la tumeur entièrement, il peut donc laisser un bout, et donc on est devant une tumeur de grade intermédiaire qui peut récidiver, qui peut donc s'aggraver, ou bien c'est carrément un carcinome thymique, c'est-à-dire c'est franchement malin avec donc une infiltration. Et souvent les carcinomes thymiques infiltrent les gros vaisseaux du cœur ou la veine cave, ça dépend de l'extension de la maladie. Voilà un aspect macroscopique, puisque souvent c'est des tumeurs de taille variable, avec les extrêmes qui varient de 5 mm à 14 cm, avec une moyenne de 7 cm. Donc en moyenne, on a des tumeurs qui avoisinent les 7 jusqu'à 10 cm. Donc c'est une tumeur qui est de couleur rosée, lobulée, finement lobulée, riz de veau, et elle est remaniée par de la nécrose, mais aussi par une kystisation de la tumeur. Voilà un aspect donc, microscopique d'une tumeur épithéliale gradée B1 dans un thymome bénin. Donc voilà les aspects kystiques qui se voient. Normalement, on ne devrait pas avoir de nécrose tumorale. La nécrose tumorale se voit dans les tumeurs malignes. Mais on a essentiellement une kystisation avec surtout des cellules de type thymique, très peu de nécrose. C'est une tumeur qui est circonscrite, encapsulée, lobulée, avec une vascularisation, même riche, mais à parois propres. Ici, par contre, vous voyez la différence d'un carcinome thymique où les cellules sont atypiques, de grande taille, elles sont étalées à cytoplasme abondant mal défini, mais dotées d'un pléomorphisme marqué et même une activité donc mitotique. Une deuxième variante de ces tumeurs du médiastin, c'est les lymphomes. Les lymphomes, c'est une masse médiastinale qui survient essentiellement dans le médiastin antérieur et d'apparition rapide, souvent volumineuse. Donc souvent, c'est des sujets qui présentent en quelques jours une masse, une gêne respiratoire, une masse importante du médiastin antérieur. Il s'agit d'un adulte jeune et souvent, il s'agit d'un lymphome B à grandes cellules primitives du médiastin. Il peut aussi s'agir d'un lymphome de Hodgkin, mais c'est moins fréquent.
c'est surtout l'Hodgkin, c'est plus quelques adénopathies, mais ici, c'est essentiellement une masse tumorale qui est donc confluente et d'apparition récente, volumineuse, qui serait donc peu différenciée et qui évoquerait en premier lieu un lymphome de phénotype B. Et l'âge médian de survenue serait de 35 ans. Les LDH sont très élevés et sont retrouvés dans 70 à 80% des cas assez élevés. Et le diagnostic définitif est fait bien sûr à partir de données morphologiques, mais surtout immunohistochimiques. Bien sûr, quel que soit, on doit éliminer une tumeur germinale, on doit éliminer, donc s'assurer qu'il s'agit bien d'un lymphome. Bien sûr, on se base sur la morphologie, mais aussi l'immunohistochimie, où c'est des tumeurs, des lymphomes qui expriment fortement le CD20 et donc éliminer d'autres variantes peu différenciées ou des tumeurs germinales ou un carcinome thymique qu'on méconnaît. Voilà un aspect lymphomateux. Donc, dans les lymphomes, l'aspect est plutôt cérébroïde en chair de poisson, donc c'est très peu ferme. Vous voyez que c'est un peu nodulaire, mais très mal délimité. Et voilà, à l'histologie, c'est plutôt des nappes diffuses de grandes cellules pléomorphes avec un aspect de blast ou d'immunoblast, de centroblast, de grandes cellules qui peu cohésives et qui sont diffuses et qui sont dotés d'un pléomorphisme marqué et d'une activité méthodique et qu'il faudra à tout prix, donc qui devrait être fortement positif par un CD20 qui est donc déterminant pour le diagnostic, bien sûr avec le reste d'un panel immunohistochimique. Maintenant, parmi les tumeurs germinales qui existeraient aussi dans ce médiastin essentiellement donc, antérieur, elles peuvent être bénignes comme elles peuvent être malignes, puisque c'est des tumeurs. D'abord, elles surviennent essentiellement chez le sexe masculin, et c'est des tumeurs qui surviennent à la suite de vestiges qui persistent et qui peuvent se voir donc au courant de la vie, comme les tératomes. Donc, le tératome souvent peut être mature. Donc, toutes les structures qui sont présentes sont bien structurées, bien définies. Il peut s'agir d'un tératome immature, auquel cas il faut donc voir le degré d'immaturité et le gradé, et aussi des tumeurs germinales du médiastin, comme le séminome. Donc, c'est une tumeur qui peut survenir dans les organes gynécologiques, ovariens ou testiculaires, mais qui peut aussi se voir dans le médiastin, le carcinome embryonnaire ou le choriocarcinome et le tumeur du sac vitellin qui est beaucoup plus méchante. Donc, c'est ce qu'on appelle la TSE, la tumeur du sinus endodermique. Donc, quel que soit, donc souvent c'est des sujets jeunes et qui présentent donc cette masse d'apparition donc récente dans ce médiastin antérieur. Il faut à tout prix donc faire l'étude ANAPAT et surtout une immunohistochimie pour bien prouver qu'il s'agit d'une quelconque tumeur germinale, donc la classer, puisque c'est très important s'il s'agit d'un séminome ou d'une autre variante comme la TSE qui est beaucoup plus méchante et donc asseoir une chimiothérapie qui serait beaucoup plus, si je réponds mieux lorsqu'il s'agit d'un séminome par rapport à d'autres variantes comme le carcinome, carcinosarcome, le choriocarcinome complexe qui ce contenu kystique, voilà, la zone kystique mucineux qui renferme parfois des poils, des dents, du sébum. Et donc, lorsqu'on n'a que des structures ectoblastiques, dents, cheveux, poils, on est devant un kyste dermoïde qui est un tératome mature unitissulaire euh, euh, appelé kyste dermoïde. Et dès qu'il y a l'association d'autres tissus, on est devant, donc il faut s'assurer de la maturité des différents tissus qui peuvent se voir, et on est devant
un tératome pluriticulaire bénin. Exemple, on peut avoir des lobules cartilagineux, des lamelles osseuses, du tissu donc, cutané, de la peau, des glandes sébacées, des poils. On peut avoir un épithélium tubaire, un épithélium, une paroi gastrique. En fait, on peut avoir de tout dans ce tératome pluriticulaire. Et l'architecture peut être anarchique, non organoïde. Donc, c'est des différents tissus qui s'agencent de façon non organoïde, donc comme ça, mais il s'agit bien de tissus matures, bien différenciés. Il faut bien sûr multiplier les prélèvements lorsqu'on est devant des zones pleines, multiplier les prélèvements à la recherche de zones peu différenciées ou des zones plutôt cérébrales peu différenciées ou des structures neuroépidermiques peu différenciées qui peuvent donc témoigner d'un aspect immature qu'il faut à tout prix grader. Un aspect aussi de tumeur germinale maligne, comme par exemple donc, le séminome, où c'est des nappes ou un aspect lobulé fait de nappes de cellules qui rappellent les stades ultimes de la spermatogénèse et donc dissocié par un infiltrat lymphoïde très particulier. Donc, c'est une tumeur qui est assez particulière morphologiquement. Donc, c'est ce stroma lymphoïde qui dissocie les lobules tumoraux. Le choriocarcinome, qui est plutôt une tumeur très hémorragique avec beaucoup de plages de nécrose et qui est associée des cellules dans le syncytio trophoblastique pléomorphes, des cellules riches en atypie. On peut avoir aussi un aspect de carcinome embryonnaire, ce sont des nappes de cellules syncytiales très pléomorphes avec des fois des corps embryoïdes qui peuvent se voir. Ici, une tumeur du sinus endodermique, c'est une tumeur donc, qui peut avoir plusieurs architectures, une architecture donc pleine, massive. On peut avoir un aspect en dentelle, un aspect aéré, et on doit rechercher les corrélats dans le stroma ou dans les cellules, les petites structures papillaires complexes, donc les papilles dans les papilles, mais on doit à tout prix rechercher les vésicules vitellines qui sont pathognomoniques de la tumeur donc du sinus endodermique. Voilà, on termine avec les tumeurs nerveuses. Donc, les tumeurs nerveuses du médiastin postérieur dérivent essentiellement de trois origines. Les gains des nerfs myélinisés, les cellules nerveuses sympathiques et les cellules chromophiles. Donc, trois descendances de ces tumeurs nerveuses. Les gains des nerfs myélinisés, les cellules nerveuses sympathiques et les cellules chromophiles. Les différents types de tumeurs qui peuvent se voir, c'est essentiellement le schwannome, le neurofibrome, le ganglioneurome et le paraganglion. Donc, trois variantes de tumeurs nerveuses peuvent se voir et jusque-là, ça reste des tumeurs donc bénignes et la tumeur la plus fréquente reste quand même le schwannome. Donc, il faut à tout prix avoir certains critères de bénignité pour en faire donc diagnostiquer cette variante, mais il faut savoir que les quatre types les plus fréquents, c'est ceux-là, le schwannome, le neurofibrome, le ganglioneurome et le paraganglion. Le neurofibrome, donc ça dépend aussi du contexte. Les neurofibromes sont typiquement associés à la neurofibromatose de Van Recklinghausen. Et il faut à tout prix donc, en faire le diagnostic de neurofibrome, d'autant plus juger donc des critères histologiques de malignité ou bénignité, et surtout lorsque ça survient dans un contexte de neurofibromatose. Il faut garder à l'esprit que la tumeur la plus grosse risque donc de dégénérer, qu'on appelle la tumeur royale, et donc donc multiplier les prélèvements. Si on est devant la plus grosse des tumeurs à ce niveau-là, il faut à tout prix redouter une dégénérescence maligne qui rentrerait dans ce contexte de neurofibromatose et donc prévenir le contexte, enfin l'évolution maligne et donc ne pas passer à côté du direct. Que c'est surtout le schwannome, mais le neurofibrome, il existerait d'autant plus dans le contexte de neurofibromatose.
Voilà, je vous remercie. On a terminé. Si vous avez des questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, madame, on vous entend. Apparemment, on n'a pas de C'est questions. bon? Est-ce que il y a... J'ai vu quand même qu'il n'y a pas beaucoup de gens Oui, connectés. Hein. oui, oui, parce qu'en fait, vu que c'est la dernière semaine avant les examens, donc c'est tout le monde qui est à cheval avec ses révisions et donc, Ah oui, oui, oui. oui. Oui, c'est la cadre, quoi. C'est le Ben, dernier, j'espère qu'ils ont c'est quand notre même... dernier cours de toute manière. Aujourd'hui, on Oui, a eu notre dernier. j'espère, j'espère qu'ils ont bien saisi parce qu'il y aura quand même des questions. Mais vous m'entendez? Donc, comment? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Parce que j'ai eu un problème de connexion. Oui.